savoir élargir. Faut savoir élargir ses horizons. Facile de voir quand on porte des œillères. Ça fait pouvoir repousser les frontières. Savoir élargir ses horizons. Se permettre de croire que tomber les barrières. Savoir élargir ses horizons. Pour faciliter les choses, pour se familiariser, pour comprendre la théorie et décomposer les idées, pour intégrer les principes d'une nouvelle réalité, pour simplifier le contexte, décomplexifier le complexe, pour décoder, vulgariser, pour parfaire nos connaissances et partager nos pratiques, pour amadouer la techno, harmoniser la technique, cesser de penser en silo pour s'émanciper du mythe. Faut savoir élargir ses horizons. Faut savoir agir entre deux fins de mois. Considérez-vous comme salué et bienvenue à cet autre magnifique épisode du podcast E2FM entre deux fins de mois. Le podcast pour les professionnels de l'industrie automobile au Québec, l'endroit où on se réunit, où on va prendre le temps de s'arrêter, d'échanger, de partager, d'apprendre et d'être encore plus prêt à affronter la prochaine fin de mois. Sans plus tarder, je vous présente mon invité cette semaine, Étienne Demel de DSMA. Merci de ta présence. Merci Dominique, bonjour. Et j'ai bien fait attention de ne pas te taquiner comme tes amis et dire Étienne Demel. Oui, c'est ça, comme Demel. beaucoup vont le faire parce qu'il n'y en a pas de S, c'est Demel. Exactement. Et j'ai fait l'erreur probablement les premières fois. Je suis tellement... Comme beaucoup de gens. Merci d'être avec nous. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Étienne, tu es CPA, tu es partenaire chez DSMA. Entre autres, dans les rôles que tu joues, directeur financier et évaluation. Puis je voulais avoir le privilège de t'inviter aujourd'hui pour parler de votre, déjà, je crois, 6e rapport d'information automobile de DSMA. Là, on a la version Q2 2024. Jusqu'à date, je n'ai pas dit d'erreur. Non, à date, tu es on point. Ouais, c'est déjà notre 6e rapport pour ceux qui ne le savaient pas. Ouais. Puis on l'a publié religieusement 1 mois et demi après la fin du trimestre. Fait que c'est depuis début 2023. Ça peut paraître gros pour ceux qui ne savent pas probablement le travail qui est nécessaire de compilation. Mais c'est très rapide. Et peut-être rapidement aussi pour ceux qui n'auraient pas eu la chance d'apprendre à connaître DSMA, la compagnie pour laquelle tu t'amuses à tous les jours. Peux-tu nous résumer? Oui, c'est bien dit, s'amuser. On s'amuse à tous les jours, puis c'est un peu ce qu'on fait avec nos clients. Dans le fond, nous, on est spécialisé dans l'évaluation puis la vente-achat, aider les entrepreneurs dans le monde automobile à vendre ou acheter des concessions automobiles ou des compagnies qui sont afférentes à ça. Puis, c'est notre niche. Nous, on n'opère pas dans d'autres industries. On est vraiment spécialisé dans l'automobile. C'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on connaît. Depuis notre tout début, on a vendu environ 450 concessions en Amérique du Nord. On vient de faire notre 100e transaction il n'y a pas très longtemps au Québec. Fait que le marché du Québec, c'est notre marché le plus fort, puis on est vraiment fiers de ça. On est fièrement québécois aussi. Donc, DSMA, c'est ça. Évaluation de concession. On fait aussi des services conseils. Puis, au travers de notre plateforme, notre software POTUS aussi, intelligence d'affaires, puis vraiment un produit pour concilier les états financiers des concessionnaires automobiles pour les groupes, benchmarker avec des KPI. Ça, Cotus en soi, pas que DSMA et toi n'êtes pas intéressants, mais blague à part, Cotus en soi, on va sûrement se refaire un épisode pour ça parce qu'il y a une belle découverte pour moi là, sur les possibilités. Donc, vous avez compilé, vous avez des données, entre autres avec l'outil Cotus, vous avez des points d'entrée, puis c'est ce qui vous a permis de commencer à nous offrir les rapports. Je vais afficher à l'écran, pour ceux qui nous écoutent en audio, je vais mettre le lien dans les descriptions, dans les informations pour aller télécharger le présent rapport. Donc, vous pourrez avoir les références. Pour ceux qui sont au niveau format visuel, mais vous allez avoir presque une expérience multisensorielle avec. Je partage à l'écran le rapport d'information. Je veux d'emblée là, commencer à aller
à la première page là, je vais dire, de l'information que je veux qu'on adresse aujourd'hui. On veut partager à l'ensemble de la communauté les multiples. Je vais juste dire ça comme ça. Dans mon jargon à moi, dans mon expérience, Étienne, dans mes années en concession, je n'ai pas été propriétaire, mais la façon que je me vulgarisais le goodwill, un peu les multiples, c'est quoi la valeur réelle de ma concession? C'est quoi la valeur qu'un acheteur serait prêt à payer? Je sais que c'est la plus simple vulgarisation, mais comment tu m'expliquerais le goodwill des multiples? C'est une bonne façon de le voir, mais moi, je vais renchérir en disant le goodwill, c'est vraiment l'intangible. Fait que c'est le prix que quelqu'un est prêt à payer au-delà des actifs tangibles. Puis là, je parle comme un comptable. C'est quoi des actifs tangibles? Ben, c'est ta trésorerie, c'est tes comptes de banque, c'est tes comptes recevables, c'est tous tes équipements, tes outils, ton immobilier. Fait que c'est vraiment tout ce qui est tangible, ce que tu peux toucher, cogner et compagnie. Puis, c'est vraiment la valeur qui est au-delà de ces actifs tangibles-là que tu es prêt à payer. Fait que les pièces, l'inventaire, moins certaines dettes comme le floor plan, ça fait en fait l'équité de ta business, là, de combien est-ce qu'elle vaut. Puis au-delà de ça, ben, tu es prêt à payer des profits, dans le fond, une partie des profits. Fait que comment ça fonctionne le goodwill? C'est je regarde des profits moyens normalisés, puis on reviendra sur le terme normalisé après. Ouais. Mais je regarde mes profits, puis combien un acheteur est prêt à payer pour cette opportunité-là. Fait, ça varie, c'est des ranges, ça varie en fonction de la localisation, ça varie en fonction aussi de comment est reconnue la concession, ça fait combien de temps qu'elle est là, son volume, mais aussi la marque. T'sais, la marque, c'est vraiment très, très, très important. Puis, tu as une bonne différence entre des multiples pour... je ne veux pas pointer du tout à personne, mais Mitsubishi versus Porsche, c'est ça, sans nommer, mais on regarde le graphique, comme, mettons, Mitsubishi qui est dans le bas du tableau, Porsche qui est dans le haut du tableau. Fait qu'on a les valeurs, les multiples aux États-Unis en bleu puis au Canada. Par exemple, Porsche qui est le plus grand multiple, on va voir, mettons, si on prend le Canada, entre 9 et 11. Donc, dans tout ce que tu as dit, le manufacturier a probablement un certain poids, pour ne pas dire un bon poids, parce que si ce n'était pas le cas, on aurait, par exemple, de 1 à 11 pour chacun des manufacturiers. Donc, il y a une espèce d'homogénéité jusqu'à un certain point. Donc, il y a une certaine valeur que le manufacturier a. Malheureusement, pour, mettons, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Mazda, même Hyundai, hein, tu vois, je regarde Hyundai, là, je regarde ça de l'extérieur, je me dis, hey, Hyundai, ils vont bien, on le vend dans les voiles, ils ont beaucoup de modèles électriques, tout ça. J'aurais été pensé qu'il y aurait eu plus haut dans le tableau en termes de goodwill, de valeur. Ben, en fait, Hyundai, c'est en augmentation. Kia, Hyundai, qu'on voit, ils sont vraiment en augmentation par rapport où ils étaient avant. OK. C'est basé vraiment sur des cycles. Hein? Fait que les cycles, tu as des cycles où le manufacturier va moins bien, puis tu as des cycles où le manufacturier va mieux. Une des choses aussi pourquoi les multiples sont plus élevés pour certaines marques, c'est que les cycles ils sont moins affectés par les cycles. Fait qu'il y a moins de variations d'année en année. Fait que les moins bonnes années chez certains manufacturiers sont plus stables que les moins bonnes années chez d'autres. Puis je veux pas l'écart entre le maximum et le minimum, là, ce delta-là, est toujours plus petit. Puis souvent, les marques qui sont en haut, puis tu ne pointeras pas, je vais le faire. Mettons les Porsche, les Lexus, les BM, les Mercedes, les Toyota. Celles qui sont en haut, même Audi, Subaru, probablement qu'il y a moins d'écart, moins de fluctuations avec le manufacturier que d'autres, comme on voit dans le bas. C'est un peu ça. Hein? Oui, c'est un petit peu ça. Puis je pense que Subaru, c'est un très bon exemple. Subaru, tu obtiens un nombre de véhicules par année, puis tu n'en auras pas plus. Subaru, c'est un manufacturier qui est plus petit puis qui a une allocation, puis c'est ce que tu as. Ça fait en sorte, en fait aussi, que tu es capable de vraiment avoir une bonne prédiction de ton année va ressembler à quoi, mais aussi de maintenir tes marges. C'est aussi un manufacturier qui est plus niche puis qui a tendance à avoir un certain type d'acheteur. Ouais. Puis que les gens sont fidèles à la marque. Fait que, tu vas avoir des gens qui vont retourner acheter du Subaru de façon répétitive, contrairement à certaines autres marques qui vont avoir moins ça explique, oui. de retour.
Puis on a sur le graphique, on a la chance d'avoir les multiples des États-Unis puis du Canada. Y a-tu une différence ou y a-tu de plus en plus de différence entre les deux? Il y a une bonne différence, je te dirais, entre les États-Unis et le Canada. Ça vient de plusieurs facteurs. Fait qu'au niveau du Canada, quand on regarde les multiples, au Canada, on a un marché qui est plus petit. On a un nombre de concessions limité. Par contre, nos concessions sont aussi plus petites. Fait que quand je dis plus petites, c'est qu'ils vendent moins de véhicules par concession. Fait qu'ils sont un petit peu plus accessibles en termes de prix et de grosseur. Fait que il y a plus de gens, en fait, qui sont capables de les acheter, on va dire. Fait qu'une concession qui a 2, 3, 4 millions de goodwill est plus accessible à une plus grande partie de la population versus quand tu vas aux États-Unis puis que là, on parle de 20, 30, 35 millions de goodwill pour une concession. Puis ça, c'est des exemples vraiment à l'opposé. Tu sais, je ne dis pas que c'est la moyenne, mais ça te donne une petite idée de pourquoi il existe des différences. Parce que c'est comme le marché immobilier, tu sais, à un certain niveau, des condos, c'est plus accessible que la maison à 1,5 million. À peine, mais c'est vrai. À peine, mais c'est des ressemblances. Puis l'autre chose que j'ai remarqué, pour terminer là, sur les multiples, c'est comme si l'ensemble, presque la totalité de Canada sont plus élevés que États-Unis pour la même marque. Oui. Oui, puis ça, c'est dû aussi au fait qu'aux États-Unis, tu as plus de concessions. Tu en as autour de. Ça varie, là, les chiffres d'où tu prends tes données, mais entre 16 et 20 000 concessions. Tandis qu'au Canada, on est plus dans les hauts 3 000, proche de 4 000. Donc, tu sais, ça a quand même un impact aussi à ce niveau-là. Tu sais, il y a moins d'opportunités. Ouais, il y a moins d'opportunités au Canada qu'aux États-Unis. Excellent, donc, excellent. Trop de proportion gardée. Puis, juste finir un petit peu sur les multiples, tu sais, c'est vraiment le prix qu'un acheteur puis un vendeur s'accordent à transiger. Fait que, c'est toujours une question d'offre et demande. Fait qu'il y a plus de demandes que d'offres pour les Porsche. Puis ça, c'est tout étant égal par ailleurs. T'sais, on oublie l'approbation chez le manufacturier qui est capable d'obtenir un Porsche. C'est vraiment le côté, genre, tout étant égal par ailleurs. Les gens, règle générale, vont avoir tendance à vouloir un Porsche, donc payer plus cher. Fait du sens. Puis la majorité des marques luxueuses sont justement dans le haut du tableau. Il y a un attrait pour la marque, l'exclusivité, etc., protection peut-être de territoire, whatever, mais excellente. Justement, ça fait un peu, suite à ce que tu disais, les valeurs vendues versus qu'est-ce qui est demandé, la différence entre ce que je voudrais bien comme prix de vente de ma concession et ce que les acheteurs, on voit je vais dire peut-être une reprise ou une remise après COVID. Qu'est-ce qui se passe avec la différence? Oui. Ben, si on regarde, nous, c'est purement le goodwill. Fait que qu'est-ce que tu es prêt à payer au-delà des actifs tangibles? Il y a vraiment eu on va dire, pas un ralentissement au niveau du marché en termes de transactions, mais plus un ralentissement à ce que les gens sont prêts à payer. En 2022, l'accès au capital était très peu coûteux. Ce que ça veut dire, c'est qu'on payait sur nos prêts, on ne payait pas beaucoup d'intérêts, fait qu'on était capable de prendre des plus gros prêts, d'avoir des couvertures plus intéressantes. Les gens étaient prêts, l'économie allait bien, les marges allaient bien, les profitabilités étaient excellentes. Ça a vraiment été le top de la vague. Les gens ils partaient en surenchère sur des concessions puis qui étaient prêts à payer beaucoup plus. Puis ça, c'est vraiment ce qu'on voyait au niveau de nos acheteurs versus les vendeurs. Là, on est rendu plus dans un marché qui s'est équilibré, on va dire, où les acheteurs, ils cherchent l'opportunité, sont plus prêts à mettre des chiffres astronomiques, sont beaucoup plus... réaliste, peut-être? Réaliste, c'est ça. Puis quand tu regardes ton retour, ils regardent leur retour sur investissement. Si je pourrais mettre tant d'argent dans cette concession-là, il est mieux de me retourner tant parce que on va dire que les gens ont tendance à être un peu plus sophistiqués puis un peu moins émotionnels que pendant la pandémie. Puis c'est encore une fois, je fais toujours des corrélations et des apartés avec le monde immobilier, mais c'est un peu le même concept. Ouais. Où le monde immobilier a ralenti.
Puis, on voyait des surenchères de fous en 2022, même début 2023. Puis ça s'est calmé. Exact. Entre autres, Ouais, c'est un bon parallèle, puis parce que ça permet de comprendre, justement, c'est pas nécessairement la valeur, je vais dire, réelle ou intrinsèque du bien ou de la maison, de la concession, que l'offre et la demande. Puis c'est là que tous les éléments économiques ont une grosse influence. Puis c'est un peu aussi la prochaine slide qui est tous les indicateurs macroéconomiques. C'est là qu'on voit qu'il y a une bonne corrélation aussi avec ce qui est taux d'intérêt, capacité d'emprunt, puis la perception qu'on a de l'économie. Est-ce que là, on avait vu une baisse des taux, que ce soit aux États-Unis puis comme au Canada, on suit? Est-ce qu'on s'apprête à continuer dans cette baisse-là, selon toi? Bien, c'est une super bonne question. Puis c'est une question que beaucoup d'économistes partout au Canada puis aux États-Unis se posent à tous les jours. Je m'excuse, c'est une question piégée. Je sais qu'on n'a pas de boule de cristal, mais... C'est ça, on n'a pas de boule de cristal, comme j'allais dire. Puis, non, je sais. Mais c'est une excellente question. En fait, faisons vraiment... Penchons-nous sur le Canada là, pour commencer. Le Canada, comme tout le monde le sait, on a eu 2 baisses de taux récemment. Ça, c'est parce que ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'augmentation des taux, on avait une inflation qui ne se contrôlait pas. Les prix sont partis à la flambée. Puis le gouvernement, lui, il faut qu'il stabilise son économie autour de 2 à 3 d'inflation puis de croissance par année. Sinon, ce n'est pas viable. On crée des disparités sur ce que les gens sont capables de se payer versus le salaire. Fait que le target, c'est toujours 2 à 3 tous les indicateurs économiques au Canada nous ont montré, puis il y a une augmentation du taux de chômage aussi, que c'était le temps au niveau de la Banque centrale de diminuer les taux d'intérêt. Puis ce que ça vient faire, c'est que les gens, dans le fond, ils n'ont pas le choix d'épargner puis de stopper la consommation parce qu'ils ont moins de ressources. Parce que, mettons, tu as une hypothèque, tu as un véhicule, ton taux d'intérêt, c'est sous du variable, ça te mange une fraction de 0,25, ça l'augmente, tu sais. Ça a un impact. Fait, ajoute à ça des hausses de taux qui sont montées autour de 5 % au Canada. Le consommateur moyen a complètement arrêté de consommer de la façon de consommer en 2022. S'est mis à épargner. Puis ça a un impact sur la consommation de véhicules pour les concessionnaires. Fait que, tu sais, je dis toujours, oui, l'économie, il y a beaucoup de gens qui disent, l'économie, ça ne m'impacte pas tant que ça. Mais en fait, oui, ça impacte énormément les industries parce que ça impacte la consommation du consommateur. Puis on l'a vu, là, on fait énormément d'évaluations puis de ventes, puis on les voit, les corrélations, puis qu'est-ce qui se passe au niveau des concessions. Oui, il y a plus de véhicules vendus parce qu'il y avait un problème de chaîne d'approvisionnement. Par contre, ça, c'est de l'autre côté, les consommateurs sont plus prêts à payer des prix exorbitants, puis ils ne sont pas tant à la recherche d'un véhicule ici et maintenant parce qu'ils n'ont peut-être pas les sous pour l'acheter. Fait qu'ils retardent. Fait que oui, il y a plus de véhicules qui sont vendus, mais les marges sont plus faibles. Les floor plans sont plus élevés. Fait que ça fait en sorte que ça vient gruger les marges des concessionnaires. Puis, au final, on voit que la profitabilité a diminué par rapport à 2022, 2023, puis elle semble se stabiliser en 2024. Un peu la COVID, puis je me permets, là, vas-y. Qui a comme un peu masqué l'effet, justement, la corrélation de l'économie sur l'industrie, parce que c'est venu, justement, que ce soit l'approvisionnement ou la moyenne des prix de vente des véhicules neufs et d'occasion, on regarde dans les 5, 6, 7 dernières années. Puis là, je ne veux pas dire de niaiserie, mais c'était comme quelque chose comme de 35 à 50. Ou, la moyenne du véhicule vendu, du prix. Il y a tout ça aussi qui est venu mettre une pression de dire, ouf, là, et on le voit probablement avec les jours inventaires. Je pense qu'on va voir prochainement, mais ça fait une grande pression. Puis là, les concessionnaires commencent peut-être à le ressentir un peu plus. Mais c'est fou la corrélation directe qu'il y a entre l'économie. Absolument. Absolument. Puis les concessionnaires sont souvent les premiers à le ressentir.
Parce que puis c'est intéressant que tu mentionnes l'augmentation du prix des véhicules puis l'augmentation des taux d'intérêt parce que dans notre dernier rapport, on faisait une analyse, puis on adore faire des analyses pour montrer un peu qu'est-ce qui s'est passé au niveau du marché. C'était, on prenait 3 véhicules, un véhicule d'entrée de gamme, milieu de gamme, puis de luxe. Puis on les comparait au travers des années, le prix en 2019 versus le prix en 2024. Le taux d'intérêt payé en 2019 versus le taux d'intérêt payé en 2024. Puis pour notre véhicule, c'était un véhicule d'environ 100 000 en 2024, qui était beaucoup moins cher en 2019. C'était une augmentation pour le consommateur avec l'intérêt de 15 000 sur un terme de 5 ans. Mais 15 000 là, c'est de l'argent, tu sais. Ton salaire net n'a pas augmenté en proportion et le reste de tes départements de dépenses n'a pas diminué non plus en proportion. Au contraire, c'est fou. Ouais. Puis on parle d'un véhicule de 100 000, mais si on parlait d'un véhicule de 50 000, ce véhicule-là, en moyenne, même chose, même corrélation, te coûte maintenant 7 500 $ de plus. Mais 7 500 $ pour la famille moyenne, là, quand on dit que les salaires moyens sont entre 70, ça a augmenté un peu, là, mais entre 70 et 90 pour la famille moyenne, c'est 10 % du revenu de la famille. C'est énorme. C'est fou. C'est assez incroyable l'effet que ça a. Puis ce rapport-là, on va prendre en note. Je vais mettre le lien dans les notes, dans les descriptions du rapport qu'on a actuellement, le Q2 2024, mais aussi celui-là qui a les comparaisons des 3 véhicules. Donc, je vais mettre le lien dans les descriptions. Je voulais faire le pont justement avec le niveau d'inventaire parce que ça fait une corrélation. Puis là, encore là, il y a une moyenne, puis on a des réalités au bout du spectre de certains manufacturiers. Exactement. Tu sais, quand tu regardes certains manufacturiers, ce qui est intéressant, c'est que les véhicules ont rempli les cours pour la plupart des manufacturiers. C'est une augmentation de 43 % entre le deuxième trimestre de 2023 puis le deuxième trimestre de 2024. Wow. C'est majeur. Là, en ce moment, on est autour de 64 jours d'inventaire moyen, mais ça, c'est toutes marques confondues au niveau de l'industrie en Amérique du Nord. Quand on regarde certains manufacturiers, mettons Stellantis dans ce cas-ci, il y a certaines marques chez Stellantis qui sont au-delà de 120 jours versus d'autres manufacturiers, on est autour de 25-30. Ça a un impact sur la rentabilité d'une concession parce que imagine tous les taux d'intérêt que tu payes sur ton inventaire que tu ne vends pas, puis à un moment donné, tu es rendu au stade où ton inventaire, tu veux t'en débarrasser, fait que tu es prêt à prendre des marges moins importantes pour t'en débarrasser, pour arrêter de saigner. T'sais. C'est incroyable la différence entre, tu sais, comme un manufacturier qui va avoir 25, 30, 40. Là, mettons, on a les Toyota, Lexus, Honda, Kia, Subaru, Porsche, Land Rover, même Acura, qui sont en bas de 60 jours inventaire, mais t'en as qui sont à 25, 30, 40. Puis à l'autre bout du spectre, d'avoir des 140 jours et plus. C'est énorme la différence de pression que ça va faire. Puis, je serais curieux de voir ce graphique-là qui est le nombre de jours inventaire par marque, une corrélation avec le multiple. Parce que la majorité des manufacturiers qui se retrouvent avec un bas jour inventaire, généralement, c'est que tout l'écosystème de gestion, d'approvisionnement, l'offre et la demande, ça fait que c'est des concessionnaires, des marques qui sont en demande et qui ont un bon multiple. Oui, bien en fait, c'est pas juste le multiple qu'il faut considérer, il faut considérer la rentabilité parce qu'il y a 2 éléments. Tu as l'élément profitabilité, puis tu as un multiple de cette profitabilité-là. Fait que c'est combien d'années de profitabilité moyenne normalisée que je suis prêt à payer pour acquérir la concession. Fait que si on parle de 2 concessions similaires, il y en a une qui fait 1 million, l'autre a fait 2 millions, c'est un multiple de 3, elle se vend quand même le double du goodwill. Fait qu'il y a cet aspect-là qu'il faut retenir. Peut-être une bonne opportunité pour, si je voulais vulgariser le côté normalisé. Je te mets une partie d'audience. Parce que là, mettons, tu prends l'exemple de 2 concessionnaires. Je pourrais avoir 2 concessionnaires de la même marque sur le coin d'une rue qui auraient 2 réalités différentes qui expliqueraient ça.
Mais en fait, si on prend 2 concessionnaires qui seraient des clones, on va donner un exemple, j'essaie de varier mes exemples. On va prendre Ford, par exemple. Il y a 2 Ford dans le coin de Gatineau, Étienne, il me semble, ou 2 Chrysler qui sont sur le coin de la rue. Je ne sais pas si c'est encore le cas, là. Ben, si on prenait deux Ford, puis je ne vais pas nommer de région particulière, mais on dit que ces 2 Ford-là sont identiques. Ils ont le même style de gestion, les coûts identiques, l'immobilier est pareil, ils ont le même, tout est pareil. Ils ont ils font les mêmes ventes, les mêmes marges, etc. Tout est identique. Tout est identique, mais il y en a un qui fait 1 million, puis il y en a un qui fait $0. Il break even. Okay? Puis ça, c'est ce que je reçois là, quand j'ai des états financiers, j'y reçois, puis il y en a ils font toute la même chose, mais il y en a un qui fait 0, puis c'est les coûts. Il y a certains coûts qui changent. Mais c'est quoi qui explique cette raison-là? C'est que un exemple pourrait être que le premier paye il détient l'immobilier dans sa compagnie de gestion, puis il paye un loyer de $1 million à sa compagnie de gestion, qui est basé sur juste le fait qu'il voulait payer $1 million de loyer à sa compagnie de gestion pour des raisons d'optimisation, que ce soit fiscale. Des raisons de compagnie de gestion. Ouais. Exactement. Versus l'autre concession qui, elle, paye $0 parce qu'elle a payé son hypothèque, tout est payé, puis elle paye $0 de loyer. Bien, ces 2 concessions-là, en fait, la différence, c'est que c'est comment c'est géré au niveau de... Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut normaliser pour être capable de les comparer. Puis comment on fait ça? Bien, c'est qu'on va regarder, mettons, le prix de l'immobilier, puis on va dire, selon la valeur de l'immobilier, si j'étais un locataire, combien je paierais un tiers parti pour louer l'immobilier. Fait que là, mettons que dans notre exemple, c'est le loyer normalisé, ça devrait être 250 000. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer 250 000 de loyer, puis je vais renverser les charges de loyer qui ont été pris pour le million. Fait qu'au final, ce qui va se passer, c'est que mes 2 concessions, ils vont faire 750 000, ils vont être identiques. Puis c'est là qu'on parle de normalisation, qu'on parle de comparer des pommes avec des pommes, que ce soit entre les marques, entre les concessions, parce que c'est géré de façon différente. Il y a des gens qui se prennent des salaires différents, mais il faut normaliser pour que ça soit vu de façon holistique puis comparable. C'est ce qui fait que je trouve que la valeur des données qu'on a, cette valeur-là, justement, c'est que c'est pas juste une moyenne, il y a cette normalisation-là. Donc là, on a un peu plus, on va dire, les vraies données. Exact. On fait un peu de nettoyage, justement, avec l'exemple que tu as donné qui est simple. Merci pour cette belle vulgarisation-là. Si tu me permets pour faire le saut de l'inventaire des véhicules neufs à... là, il y a beaucoup de jours inventaire. Ça se vend-tu, ces véhicules neufs-là? On a les rapports de vente de véhicules neufs en Amérique du Nord. Oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, nous, on aime toujours faire des comparatifs entre 2 périodes. Fait qu'on regarde la même période en 2023 au niveau du 2e trimestre versus la même période en 2024 au niveau du 2e trimestre. Et le nombre de véhicules vendus est supérieur à l'année passée. Fait qu'en 2024, on vend plus de véhicules que l'année passée. Mais certaines marques ont vu une augmentation dans leur inventaire. Ça veut dire que les manufacturiers produisent plus. Il n'y a plus de problème. On avait des problèmes de chips, puis des problèmes de chaîne d'approvisionnement pour beaucoup de pièces. Et là, les manufacturiers ont résolu ce problème-là. Puis on est rendu dans une économie qui s'est rétablie. Donc, on vend plus de véhicules, mais on n'est pas capable d'en vendre au niveau qu'on reçoit notre approvisionnement. Puis, ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir des marques qui, même, ils ont continué à avoir beaucoup de demandes du consommateur, fait qu'ils vont encore très bien, ils ont encore une très belle rentabilité qui est stable, puis qui semble, tout semble indiquer que ça va continuer. Fait au niveau de la rentabilité de certaines marques d'import, on peut, pour en nommer quelques-uns, Toyota, Hyundai, Kia, eux autres, ils sont très stables. Fait qu'ils ne sont pas redescendus au niveau pré-pandémique. Puis eux autres, ils utilisent vraiment plus des méthodes de juste à temps de livraison de véhicules. Donc, ils maintiennent leur marge, mais ils ont été capables d'augmenter un petit peu les volumes. Tandis que si tu me permets, une bonne gestion de j'augmente ma capacité de production. Puis là, c'est pas juste de mettre
ça à fond la caisse ou sur le cut-off, comme on dit, de mettre la capacité de production à fond. Il y a la question de demande aussi. Donc, ça se pourrait que, admettons, je vulgarise, tous les manufacturiers, on peut résoudre le problème d'approvisionnement. Ils se sont dit, on va se mettre à faire une production complète. Il y en a certains qui ont moins de demandes, d'autres plus. On le voit avec le niveau d'inventaire, la rentabilité. Donc, il y a cette corrélation-là de probablement la majorité des manufacturiers qui ont augmenté leur capacité de production pour revenir à une normale. Exact. Et il y en a d'autres qui ont plus de demandes que d'offres, d'où la disparité au niveau de l'inventaire et des ventes. Là. Puis, ce qui est intéressant, c'est que quand tu commences à regarder par marque, la règle générale, c'est que le nombre de véhicules vendus par marque a augmenté. Mais tu as des manufacturiers que c'est l'opposé. En fait, ils produisent plus. Puis, ce qui se passe, c'est que les véhicules, il y en a moins qui ont été vendus que l'année passée. Un exemple serait Stellantis, où le véhicule, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il reste dans le cours. Il reste dans le cours du concessionnaire, puis c'est le concessionnaire qui assume les coûts associés à ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer ça. Ça peut être le prix des véhicules, ça peut être aussi les produits, le mix de produits qui n'est peut-être pas quelque chose que le consommateur regarde. Mais en fait, on l'a vu, si on regarde les 2 dernières années, ben, on est passé de 30 à 45 jours d'inventaire pour des marques, jusqu'à 74 à 140 jours pour certaines marques. Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une augmentation des inventaires dans les cours. Puis ça a un impact direct. Ça peut être aussi une question de trim pour certains manufacturiers. On a décidé de construire, par exemple, des véhicules qui étaient plus équipés ou des groupes d'options qui ont pensé avoir plus de profitabilité ou peu importe la raison. Là, c'est pas aligné probablement avec les demandes des consommateurs. Il y a cette différence. Oui, puis il y a le fameux taux d'intérêt. Quand on regarde un achat d'un véhicule, le consommateur moyen regarde un paiement de véhicule. Puis il regarde le paiement de véhicule mensuel, puis il se dit, OK, moi, j'ai 800 $, j'ai 300 $, 500 $ à mettre dans un véhicule. Comment j'optimise ce 500 ou ce 800 $? Qu'est-ce que je peux m'acheter qui va être le mieux pour me servir? Fait que c'est sûr que quand tes taux d'intérêt augmentent, le prix de tes véhicules augmente, ton 800 $, il ne peut plus t'acheter le X5, il peut peut-être t'acheter le X3 ou même le X1. Fait que les gens vont avoir tendance à réduire le véhicule. C'est sûr qu'il y a toujours des gens qui veulent certains véhicules-là qui sont prêts à payer ça, mais je te parle du consommateur moyen. Exact, oui. Excellent. Je vais aller à la prochaine, qui est justement par rapport à ces ventes de véhicules neufs-là. Tu l'as abordé un peu, les bénéfices. Il y a eu des variations sur les bénéfices bruts. Puis encore là, au niveau luxueuse, domestique, puis import, on a des différences. Puis si je ne me trompe pas, même au niveau de l'import en soi, on a une inception à faire pour c'est le célèbre film. Parle-moi donc des bénéfices bruts, Étienne. Bien, au niveau des bénéfices bruts, nous, on l'a subdivisé, puis ça c'est toute l'information qui provient de Quotus. Nous, en fait, juste pour faire un aparté sur Quotus, ce qu'on a réalisé il y a 4-5 ans, c'est qu'on avait vraiment besoin de se focusser sur l'information puis sur la donnée. Puis, nous, on est vraiment fiers d'avoir fait cet investissement-là à l'époque, puis on continue à faire cet investissement-là, puis qui est en temps aussi, puis en ressources. C'est de regarder de la donnée, puis qu'est-ce que cette donnée-là comment elle peut impacter nos décisions d'affaires, puis comment elle peut impacter aussi le côté vente-achat de concessions. Parce qu'on ne sort pas des chiffres d'un chapeau, puis quand on voit du potentiel dans une concession, c'est basé sur comment on le compare à la moyenne puis à la donnée. Donc, ceci dit, ce qu'on a fait, c'est important, je veux continuer ton aparté, si tu me permets, parce que c'est important. On est dans un monde émotionnel, autant les acheteurs que les vendeurs, puis pas juste de véhicules, nous comme consommateurs, mais comme propriétaires d'entreprise. Vivement un outil comme ça qui va m'aider à avoir un meilleur dialogue, probablement, une meilleure communication entre les deux parties. Un peu, tu faisais souvent le parallèle avec l'immobilier. On a des outils comme ça. Dans l'immobilier, depuis des années, on a des équivalents. Oui. J'appelle mon agent immobilier, puis il me dit une maison comme la tienne, là, dans ta rue, puis ils ont les données. Oui. On n'avait pas ça, on n'avait pas ce privilège-là dans l'industrie. Fait que ça doit être assez énorme, l'impact dans le processus
que ça peut avoir, puis des deux côtés. Et au final, c'est, je pense, d'amener la juste valeur où est-ce que les deux vont vouloir se rejoindre. Fait que c'est peut-être de limiter l'écart de départ avec de la donnée au lieu des émotions. Exact. Très bonne affaire. Fait que Cotus, c'est vraiment une source d'information avec ce qu'ils appellent en anglais un data lake, avec de l'information brute, puis nous, on vient tirer de l'information directement du data lake pour faire nos analyses. Puis ça, c'est basé sur des périodes de temps qui retournent parce qu'on avait tellement accumulé de données, 10 ans en arrière, pour toutes les marques majeures là, qu'on a au Canada puis aux États-Unis. Puis c'est comme ça qu'on est venu avec l'analyse. Puis en fait, ce que l'analyse démontre, c'est que quand on regarde le luxe, le domestique ou l'import, sur les grandes catégories qu'on a choisies, on voit qu'il y a une augmentation au niveau du bénéfice brut par véhicule, les marges par véhicule. Puis ces marges-là, ben, en fait, ont augmenté drastiquement jusqu'à 2022-2023 pour redescendre en 2024, mais on est encore à un niveau qui est supérieur à ce qu'on voyait avant la pandémie. Fait qu'au niveau des véhicules neufs, le concessionnaire moyen vend plus. Mais au travers de notre rapport, ceux qui sont le plus affectés dans le retour des marges vers le bas, c'est entre autres les imports. Par contre, je veux spécifier que les imports, il y en a beaucoup. Tu as des Japonais, tu as des Coréens, tu as des Européens. Quand on vient isoler spécifiquement certaines marques, en fait, ils maintiennent encore vraiment bien leur marge. Donc, pour ne pas les nommer, il y en a certaines qui vont maintenir leur marge plus que d'autres. Donc, ça, c'est toute l'information qui est disponible au travers de Cotus. Puis c'est aussi de l'information qui est disponible pour les concessionnaires. Puis c'est pas, on a parlé que oui, Cotus est bon pour la vente-achat, les comparables, mais c'est aussi un outil décisionnel pour les concessionnaires automobiles pour être capable de comparer ta concession avec des marques similaires. Mettons, tu as un Toyota, tu veux comparer avec des Toyota partout au Canada. Ou si tu es un groupe consolidé, puis comparer ton groupe entre lui sur le même mapping qu'il appelle, fait, sur la même base comparative. Parce que si on regarde un état financier Chrysler, puis un état Honda, ils ne se ressemblent pas. Mais comment tu fais pour les comparer? Nous, on a développé cette technologie-là pour que tout soit comparable. Puis qu'on soit capable de chercher la granularité de l'information. Mon cerveau analytique qui a bien du plaisir en ce moment. J'espère que j'en ai pas perdu, mais c'est très puissant ce que ça peut faire. Ah, ben c'est correct, puis ça se peut que ça parle moins à certaines personnes. C'est très technique, c'est des données, mais il y a d'autres personnes, au contraire, ça va parler encore plus. C'est pour ça que je dis on va refaire vraiment un ou plusieurs épisodes sur le sujet parce que je ne demande pas mieux que d'avoir, j'appelle ça une démocratisation de la donnée, une accessibilité de la donnée aux concessionnaires. Depuis des années que tu essaies de faire ça avec les Google Analytics au niveau des marketing, peu importe où est-ce que tu as de la donnée avec la valeur que ça a, d'avoir réussi un travail avec autant de points d'entrée, le data lake, l'entrepôt de données, il doit être assez massif, merci, puis d'après ça, de faire la normalisation, puis d'avoir des chiffres qui ont une vraie valeur. C'est génial. Je veux, si tu me permets, pour ne pas laisser le temps filer, pour ne pas faire de jeu de mots avec la slide qu'on a ça à l'écran, faire le saut avec les bénéfices bruts pour les véhicules d'occasion. Est-ce qu'on a un peu le même scénario, la même situation dans les véhicules d'occasion que les véhicules neufs? Bien, c'est une très bonne question. En fait, ce qu'on a vu au niveau puis ça, c'est encore la donnée qui le dit, c'est pas moi qui sors ça de l'information d'un chapeau, c'est qu'il y a eu une stabilisation en 2022-2023. Il y a même eu une correction de marché parce qu'on voyait des véhicules usagés se vendre à des prix. Ils ont eu beaucoup de véhicules qui ont pris de la valeur entre 2019 et 2022. Petite histoire anecdotique de mon côté, j'ai vendu mon véhicule usagé plus cher que ce que je l'avais payé 2 ans et demi avant, en plus d'avoir ajouté 50 000 km dessus. Fait que c'est anecdotique. Tu as fait tous tes 50 000 km pour qu'il y ait autant de valeur que ça? Tu les comme avec l'air de genre Beverly Hills? Mais non, c'est un beau résumé. Hein? C'est fou ce qui est arrivé avec le marché. Ouais. C'était comme... on n'a jamais vu ça dans l'histoire avec des
plus cher que et tout ça. Donc là, il y a peut-être une rectification de ce marché qui était un peu fou là. Ben, c'est ça, fait il y a eu une rectification en 2020, fin 2022, début 2023. Puis en fait, il y a des grands joueurs de l'usager qui ont fait faillite, malheureusement, aux États-Unis. Puis ce que ça a eu comme impact, ça a eu un impact que ça a inondé le marché de véhicules usagés. Des véhicules usagés qui ont perdu tous de la valeur, puis on le voit encore, puis ça continue en 2024. On parle à des concessionnaires, puis ça varie au jour le jour. Fait que c'est en ce moment, pour les opérateurs d'usagers, ben, c'est vraiment se focusser sur l'achat du véhicule, pas le payer trop cher, puis s'assurer qu'on achète des véhicules qui vont maintenir leur valeur si on a de la difficulté à le vendre dans l'immédiat. Il risque d'avoir beaucoup de pertes non comptabilisées. Je ne sais pas si c'est l'expression, mais justement, il y en a beaucoup des ajustements d'inventaire qu'ils avaient payé un certain prix. Il y en a qui ont déjà commencé, entre autres des pick-up. Ça risque de faire mal à certains. Là. Exact. Puis ça, tu le vois, là, si on regarde les domestiques, c'est eux autres qui ont eu le plus de retour en arrière au niveau de l'usage. FNI, finance et assurance, peut-être un petit aparté rapide là, sur les bénéfices bruts, s'il y a des variations ou pas. Oui. Le FNI, finance et assurance, bien, on a vu en fait une stabilisation au niveau je dirais du marché en Amérique du Nord. C'est sûr qu'au niveau des véhicules usagés, règle générale, il y a eu une diminution dans plusieurs marques. Mais il y a quand même il y a un maintien qui est fait au niveau des produits FNI. La question qu'on se pose en ce moment, c'est avec tous les changements au Québec, les nouvelles lois qui sont adoptées, est-ce que ça va avoir un impact au niveau de la profitabilité de ce département? La plupart des experts s'entendent à dire que oui. Puis ça va avoir des coûts opérationnels, puis de temps aussi pour les concessionnaires, puis leur département de FNI. Fait on le suit, tout le monde le suit de très près. Pour le moment, on n'a pas vu d'impact à l'heure actuelle, mais il pourrait sans doute avoir un impact. C'est un très bon point, puis je pense que ça va être quelque chose d'intéressant à suivre parce que ça se peut, mais très fort probablement qu'on va avoir un déplacement en termes vertical des ventes ou des profits dans le département FNI. Il y a certains produits que soit on ne pourra plus vendre ou que ça va être transformé. Il y a des joueurs de l'industrie qui travaillent sur ces dossiers-là activement en ce moment. Oui. Mais probablement, ce qui va être intéressant de regarder, c'est de quoi est composé le profit, de quel type de produit en ce moment est composé le profit et quelle va être la transformation dans les prochaines années. Moi, je pense que c'est là que ça va être le défi pour les concessionnaires si on veut conserver le même dollar par pied carré dans le département FNI, comme on a toujours dit. Il va y avoir un beau défi. Je sais qu'il y a l'industrie, que ce soit les assurances, les garanties, belle transformation à venir dans ce département. Oui. Puis il va falloir qu'on se réinvente, qu'on soit plus créatif dans l'industrie à ce niveau-là. Puis en fait, ce qui est depuis toujours, plus tu as de produits que tu vends puis que tu packages pour un client pour le couvrir, plus ta profitabilité va augmenter au niveau de ton FNI. La question, c'est est-ce que je vais être capable de mettre ensemble plusieurs produits parce que là, on va perdre certains produits qu'on peut vendre, puis peut-être que certains produits vont devenir aussi moins rentables. Donc c'est toutes des questions qu'on se pose, puis que seul le temps va pouvoir nous répondre. Mais je pense que les concessionnaires automobiles sont résilients, puis ils vont trouver des façons. Ouais. Et les FNI aussi. Oui, exact. Je ne suis pas certain qu'il y a beaucoup de FNI qui vont perdre leur emploi pour faire de lien avec la prochaine statistique qui est les tendances sur l'emploi. Parce que il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a un taux de chômage, mais là, on dirait qu'il y a des indicatifs qui semblent comme contraires à la perception qu'on a. Oui. Est-ce que je me trompe si le taux de chômage a augmenté? Oui, en fait, le taux de chômage a augmenté, puis c'est une des raisons aussi pourquoi
le gouvernement, la Banque centrale, en fait, a diminué les taux d'intérêt en plus des autres indicateurs économiques. C'est sûr qu'au niveau, si on regarde un peu la différence entre les États-Unis et le Canada, au Canada, la Banque centrale, sa mission, c'est contrôler l'inflation. Uniquement l'inflation, c'est le seul critère économique qu'elle regarde, puis elle contrôle l'inflation. Aux États-Unis, la Banque centrale, elle a deux missions. Contrôler l'inflation, puis avec contrôler aussi le marché de l'emploi, que le marché de l'emploi reste fort et que le marché de l'emploi reste stable. Donc, de ne pas avoir... Fait c'est toujours cette balance-là. Puis aux États-Unis, le marché de l'emploi est resté très fort plus longtemps qu'au Canada, avec les taux d'intérêt qui avaient augmenté. Mais là, tu vois, tous les indicateurs semblent dire qu'aux États-Unis, il va y avoir une baisse de taux au mois de septembre à cause de l'emploi qui est en train d'être réduit, puis de l'inflation qui est maintenant sous contrôle. Puis il faut comprendre que le Canada, on est une économie secondaire aux États-Unis, donc on dépend énormément des États-Unis. Donc, c'est sûr que s'il y a plus de taux de chômage puis il y a moins de croissance aux États-Unis, bien, ça va impacter directement le Canada. Donc, au niveau de l'emploi, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une pénurie de main-d'œuvre. Puis c'est encore le cas dans certaines régions. Tu sais, c'est pas vrai que c'est partout au Québec. Ça, c'est une moyenne, puis c'est une moyenne au travers du Canada. Fait que, quand on regarde nos rapports d'information, c'est au niveau du Canada. Mais au Québec, il y a encore des concessionnaires qui ont de la misère à trouver des employés compétents. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les gens ne se payent plus autant. Il y avait une augmentation quand même assez drastique au niveau des coûts des employés, de la rémunération. Mais là, maintenant, c'est en train de se stabiliser. Puis, ça a augmenté aussi à la hausse, la pression économique sur les concessionnaires, diminution de la rentabilité de la concession. Mais il ne faut pas non plus... faut pas oublier qu'avoir des employés talentueux puis un faible taux de rotation de l'employé, ça coûte moins cher à la concession parce que c'est pas juste une question de combien je paye mes employés, mais c'est aussi une question de former mon employé, ça prend du temps. Peut-être que pendant ce temps-là, je vais perdre des ventes. Il y a un manque d'efficacité, il ne produit pas autant, dépendamment de l'employé duquel on parle. Fait que ça a des coûts indirects pour la concession, puis des fois, c'est donner des incitatifs à nos employés pour les retenir. Puis juste faire un aparté là-dessus, au niveau de, quand on regarde une concession qui est à vendre puis qu'elle a un bon management en place, ça a tendance à augmenter la valeur de la concession parce qu'un groupe qui achète ou un acheteur qui achète, bien, il rentre là-bas, puis il y a une stabilité, puis il y a une compétence qui est déjà établie. Il y a bien des points que tu as dit, puis c'est extrêmement pertinent parce que c'est un peu avec la même chose avec les consommateurs. Autant avec les clients qu'avec les employés. Moi, je vulgarise toujours ça en deux catégories, l'acquisition et la rétention. Et depuis toujours, tout le monde focus sur l'acquisition. Que ce soit les manufacturiers, que ce soit les fournisseurs de téléphonie ou d'autres. Tu n'as jamais les meilleurs rabais pour la fidélité. Ça marche à l'envers. C'est la même chose avec tes employés. Les concessionnaires puis les entreprises aussi en général, je suis convaincu que la majorité ne sont pas conscients quel est le coût réel avec un paquet de détails que tu as mentionnés qui sont difficiles à calculer ou à voir des fois au premier regard, mais la valeur réelle d'une rotation d'un employé avec toutes les pertes. Donc, d'être un bon leader, un bon employeur de choix, d'offrir des bonnes conditions, puis conditions, c'est pas tant salaire que tout le côté humain qui est alentour, les considérations et autres. Ça va devenir de plus en plus, ça l'a toujours été, mais encore plus que jamais, un élément qui va être différenciateur entre une bonne viabilité, une bonne rentabilité à moyen et à long terme. Quand je garde mes employés, très souvent aussi, j'ai la fidélité. Les clients qui viennent avec. Donc, tu sais, tout étant connecté, mais c'est extrêmement difficile. Donc, priorité aux employeurs, focusser sur la rétention. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper de l'acquisition. Il y a la CCAQ, la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, qui a lancé ma carrière en concessionnaire justement avec cet objectif-là d'attirer des nouveaux talents dans cette industrie-là, d'attirer dans notre verticale, dans notre industrie. Fait que je pense qu'il y a une espèce aussi de devoir commun
l'industrie d'être un meilleur environnement, de s'améliorer comme environnement pour attirer les gens, attirer dans l'emploi, parce qu'on va continuer, même si le taux de chômage a augmenté, à avoir une pénurie, certains secteurs plus affectés que d'autres, mais dans notre domaine, avec tous les corps de métier qu'on a dans un concessionnaire, les gens ne réalisent pas. Énormément de types de corps de métier, puis les expertises nécessaires, il y en a de moins en moins. Un gros défi, ça. Très, très gros défi. Très gros défi. Un gros défi, que ce soit en ville ou dans les régions. C'est un défi que tous les concessionnaires automobiles puis les directeurs des différents départements partagent. Puis, effectivement, je pense que c'est des belles initiatives, mais il faut continuer. Il faut continuer là-dedans. Il faut continuer à faire valoir que c'est une belle industrie avec des beaux potentiels qui crée beaucoup d'emplois et qui a un impact positif sur l'économie, en fait, quand on se concentre sur le Québec, du Québec. Oui, puis c'est la deuxième force économique, hein, on l'a entendu souvent, mais c'est un point, puis les gens, des fois, ne le réalisent pas. Fait que des fois, on a une relation amoureuse avec notre industrie, je le sais, mais quand on est dedans, bien plus d'amour que de haine. C'est un people business extraordinaire, avec, on va continuer de travailler fort pour attirer les talents dans notre domaine. J'ai fait le saut avec la prochaine que je trouve bien intéressante aussi, qui est quelque chose qui n'est pas toujours discuté, qui n'est pas toujours échangé avec l'ensemble des employés ou des gens dans l'industrie, parce que souvent, ça va être avec high-level ou propriétaire, mais taux d'absorption. Ouais. Un beau mystère pour beaucoup de gens, ça. Un beau mystère pour beaucoup de gens, mais quand même un indicateur clé de performance, je te dirais que la plupart des concessionnaires regardent. Ce qui est intéressant dans le taux de l'absorption, c'est que chacun des manufacturiers a une façon de calculer son taux d'absorption qui est différente. Fait que c'est difficile de comparer ton Chrysler, tout ce qui est Chrysler avec ton Ford versus ton Honda. Parce qu'il va y avoir des concessionnaires, tu vas avoir des manufacturiers que sur ton état des résultats, tes états financiers, ben, le taux d'absorption va être calculé seulement sur les coûts fixes ou il va inclure des coûts semi-fixes. Puis, en fait, ce que c'est le taux d'absorption au niveau de Quotus. On a une définition générale, c'est toutes les revenus de tes opérations fixes sur tes coûts fixes et semi-fixes. Donc, ça, c'est calculé, puis on est capable de comparer en fait toutes les marques entre elles. Puis, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a eu une diminution du taux d'absorption en 2020-2021. Pourquoi? Parce que les gens ne roulaient plus leur voiture, étaient pris à la maison, puis les personnes allaient au service parce que plus de changement d'huile, plus de réparation, tout ce qui est les body shops, les carrosseries. Toutes les opérations fixes avaient moins d'entrées, moins de revenus. Exactement. 2022, l'économie réouvre pas mal partout. Là, les gens recommencent à rouler. Il y a eu une augmentation de l'inflation. On paye nos techs plus cher. On augmente nos taux au service. Fait qu'il y a eu une augmentation vraiment drastique au niveau des ventes puis de la rentabilité du service. Par contre, qu'est-ce qui arrive avec une augmentation d'inflation? Mais les coûts fixes augmentent, puis les coûts de tous les départements augmentent. Fait que qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va augmenter la couverture des ventes sur les dépenses. Donc, on a vu 2023-2024, règle générale, une baisse du taux d'absorption à cause de l'augmentation des coûts. Puis ça, je veux juste spécifier, c'est fait sur une base, encore une fois, normalisée. Puis c'est ce qu'au travers de Quotus, on essaie de faire, c'est d'avoir une base qui est normalisée pour que tout soit comparable. Et cette normalisation-là est encore plus essentielle dans le taux d'absorption parce que, comme tu disais, je ne connais pas l'ensemble des manufacturiers, mais quelques-uns, ils ont des façons différentes comptables de... Tu sais, ça a une définition différente. Je ne sais pas combien il y en a au total, peut-être un par manufacturier, mais le fait de normaliser, c'est que là, on peut justement faire une comparaison avec les pommes et les pommes. Très bon point. Mais c'est fou, le domestique, la baisse, même, mais l'import aussi, mais par rapport, là, on est quasiment 50%, 50-55%. Ouais. Puis tu sais, quand on... Vas-y.
Puis tu vois aussi qu'il y a il existe des différences fondamentales entre le taux moyen d'absorption quand on les regarde toutes. Le luxe va avoir tendance à être plus autour de 70-80 %, tandis que le domestique, c'est plus du 55-70. Puis là, quand on va dans les ports, ben là, ça varie grandement, mais c'est entre 50 et 70. Selon les, justement, probablement coréens, japonais ou européens. Ouais. Excellent, excellent. Véhicules électriques, on ne peut pas ne pas jaser, Étienne, de véhicules électriques, qui est un sujet un peu à la mode dans les dernières années. Mais oui. belle statistique au niveau de la vue d'ensemble du marché des véhicules électriques et PHEV. En fait, des grosses variations, c'est grosses variations. 2024, là. Des grosses variations. Il y a beaucoup de manufacturiers qui poussaient les véhicules électriques. Puis ce qui s'est passé en 2023 et début 2024, c'est que l'inflation augmente. Le coût du véhicule électrique moyen est 4 à 7 500 $, plus élevé que le véhicule au gaz. Puis là, j'ai inclus dans les véhicules électriques les plug-in électriques, les PHEV. Okay. Ce que ça va avoir comme impact, c'est que le consommateur moyen, quand on parle de 4 000 à 7 500, c'est incluant les subventions gouvernementales. En plus du taux d'intérêt qui est de 7, 8, 9 % sur certains véhicules, sur ta différence, bien là, tu viens d'augmenter de façon drastique le coût de ton véhicule électrique. Fait qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les manufacturiers produisaient des véhicules électriques, mais à un moment donné, il y a eu l'adaptation des premiers utilisateurs dans la courbe d'un cycle d'un produit. Bien là, les premiers utilisateurs, eux autres, les premiers adaptateurs, ils ont commencé ils ont tout acheté. Et après ça, ça devient le marché général. Puis le marché général n'est pas rendu là. Il y a beaucoup d'anxiété de distance qui est fait avec les véhicules. Puis l'autre problématique qui existe, c'est que la borne électrique versus le ratio de borne électrique versus les nouveaux véhicules produits électriques est en train de diminuer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puis je dis des chiffres complètement aléatoires, mais juste pour faire un point, c'est qu'à une certaine époque, on avait 50 véhicules qui sortaient des manufactures, puis on avait une borne électrique pour 50 de ces véhicules-là sur le réseau public. Maintenant, on est rendu à 100 véhicules pour la même borne électrique. Qu'est-ce que ça fait? C'est que tu arrives, puis tu décides que tu fais Toronto, Montréal, Toronto, puis tu arrives à Kingston pour recharger. Bien, écoute, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, tu arrives à la borne, puis ils sont toutes pleines. Puis là, en plus d'attendre 45 minutes à Kingston, puis pas pouvoir te rendre directement, il faut que tu attendes un autre 15-20 minutes pour aller chercher ta recharge. Fait que, ça a un impact qui est quand même drastique. Ça l'aide pas non plus aux freins. On a, comme tu disais, les early adopters, là, mais il y a un gap entre le marché de masse et ce frein-là que le niveau de déploiement des bornes du réseau, même si, admettons, ici au Québec, on est avantagé à certains égards, il n'est pas aussi rapide que les véhicules qui sont mis en opération. Donc là, j'ai de plus en plus de frustration, j'ai de moins en moins d'agréments, la crainte et tout ce qui vient avec. C'est énorme l'impact que les bornes vont avoir sur l'adoption. Oui, entre autres. Entre autres, puis on parle beaucoup en ce moment des véhicules aussi, les véhicules chinois. La Chine qui vend plus de 50 % de tous les véhicules électriques dans le monde. Quand on sait qu'au Canada et aux États-Unis, le taux, tous les véhicules vendus, c'est entre 8 et 20 %. On est encore très en retard par rapport à l'Europe puis par rapport à certaines régions en Asie au niveau des véhicules électriques. Puis là, on se met des cibles en 2035 d'être 100 % électrique. Les manufacturiers poussent l'électrification au travers de la gorge des concessionnaires d'investir des centaines de milliers de dollars pour avoir les bornes puis tout le côté d'image qui est électrique. Par contre, de l'autre côté, bien là, le consommateur moyen n'adopte pas. On parle d'enlever complètement les subventions. Puis en ce moment, bien, là, ça va augmenter la disparité entre le prix d'un véhicule au gaz versus un prix électrique. Bien là, on est tout en train de faire, en fait, au niveau de l'industrie pour ralentir l'électrification.
Puis de l'autre côté, on vient mettre, puis il y a des côtés politiques que je comprends très bien. Si j'allais là, justement, dans les derniers jours, il y a eu des décisions politiques. Je vais te laisser en parler, mais on ne fera rien pour aider la disponibilité de véhicules électriques abordables pour le consommateur. Il y a des intérêts, des enjeux X, Y, Z, mais si tu peux m'en parler un peu plus. Oui, mais c'est ça, au niveau de. On vient de mettre des tarifs de 100% sur les véhicules chinois. On protège notre industrie, on protège nos manufacturiers. Il y a des bons côtés, il y a des moins bons côtés. Puis il y a des bons côtés pour les concessionnaires, puis pour les particuliers. Il y a aussi le côté sécurité de les données. On a peur que les données. Qu'il y ait de l'espionnage ou qu'il y ait des données qui soient prises au travers des véhicules. Par contre, ce qu'il faut prendre en note aussi, c'est qu'il y a déjà des manufacturiers standards qui prennent nos données et les utilisent. Donc, tu sais, il ne faut pas se mentir en pensant que les manufacturiers qu'on a actuellement ne le font pas, ils le font aussi. Fait que, on a nommé que GM, Étienne, hein, c'est passé dans l'actualité. Il y avait un programme, puis là, je pense qu'il allait arrêter les data brokers. Ça appartient à un gars qui a un véhicule qui va renouveler son assurance, puis là, ça augmente de 40 ou de 100 puis il dit pourquoi j'ai pas eu d'accident. Puis là, ils ont toutes les données, tu conduis pas bien. Ben, tu as raison de dire, c'est déjà le cas et pour l'ensemble, toutes les marques. Ils collectent une quantité phénoménale de données et de renseignements personnels. Ça, c'est des prochains débats d'éducation dans la société, puis mais on s'en va là. Là, la question, c'est le côté chinois, le côté politique versus américain ou autre. Il y a cette inquiétude-là. Tu as de la politique, tu as de la géopolitique, tu as l'économique. On dirait que les planètes s'enlignent pour ne pas favoriser l'adoption à grande échelle là, pour le grand public des véhicules électriques. Oui, exactement. C'est un drôle de monde dans lequel on vit. On pousse au niveau des gouvernements les énergies vertes puis la décarbonisation. Puis de l'autre côté, au niveau économique, on n'est pas prêt à faire au niveau du même gouvernement, on n'est pas prêt à faire ce move-là. Puis ce que ça fait, c'est que ça nous met dans une espèce de holding pattern où on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Mais il ne faut pas se cacher aussi les véhicules chinois. Il y a c'est plus d'une centaine de manufacturiers chinois, sinon plus. Les gens n'ont aucune idée à quel point. À quel point c'est gros. Puis il y a une surproduction en Chine. Puis en ce moment, en plus, il y a une subvention en Chine directement. Fait que là, on parle le concept de dumping. Donc, ça va avoir... c'est tellement le cas. Là. Hier, j'ai un autre podcast, puis c'était un des sujets précisément, puis je venais de lire un article qui est sorti il y a 2 jours qui disait que là, les Chinois sont rendus avec 50% de la capacité de production de véhicules électriques, qui est 2 fois plus qu'en Amérique du Nord. Ils développent les véhicules 2 fois plus rapidement. Ils coûtent entre 25 et 30% moins cher minimum que n'importe quel autre pays, parce qu'ils détiennent 76% de la chaîne d'approvisionnement, de la production de batteries. Donc, ils ont subventionné à côté, puis c'est un peu les raisons politiques. Là, pourquoi le Canada a suivi les États-Unis avec le 100% de surtaxe? Parce que le dumping, comme tu dis, ils ont déjà construit des usines au Mexique. Il y a déjà des véhicules produits pour essayer de détourner ou de contourner. Puis, dernièrement, il y a eu une statistique qui est sortie que les concessionnaires en Chine, le premier semestre, là, c'est passé à 51% des concessionnaires qui ont perdu de l'argent parce qu'il y a une guerre de prix, il y a du dumping. Ils perdent en moyenne 250 000 $ pour le premier semestre et il y a juste 28% des concessionnaires qui ont atteint leur objectif. Là, je te dis ça de mémoire parce que hier, c'était dans mes recherches. C'est comme, ils ont pressé le citron, ils ont subventionné à côté les achats, les productions d'électricité, les terrains, tout ce qu'il y a. Donc, là, ils sont en train de vouloir sortir en Europe, en Amérique du Nord, partout. Ces pays-là sont en train de bloquer. Quel va être l'impact? Parce que là, il y a des milliers, c'est pas des centaines de milliers de véhicules électriques qui sont parqués, stationnés. Écoute, ça va être une catastrophe environnementale, honnêtement. Mais c'est un autre sujet quasiment, ça, juste les véhicules électriques. Ça, on pourrait en parler pendant des heures. Malheureusement, je ne veux pas te retenir pendant des heures parce que je sais que tu dois travailler. Mais avant de te laisser, il y a deux autres petites informations qu'on a au rapport que je veux qu'on voit ensemble rapidement. Il y a le marché des transports qui a un impact quand même sur les concessionnaires. Il y a du mouvement aussi dans ce domaine-là.
Oui, ben c'est ça, quand on parle de concessionnaire, on ne parle pas juste de véhicules passagers, on ne parle pas juste de concessionnaires qui vendent des autos. On a aussi des concessions de camions lourds dans le marché. Fait que camion lourd qui est affecté, même les camions légers qu'on va dire, là, F350, là, ces camions F450 de ce type-là, quand on regarde ce marché-là, ben, il y a eu un ralentissement depuis 2022. Ce qui se passait, ben, encore une fois, même chose, c'est que l'économie roulait très rapidement, puis la demande de transport était plus forte que l'offre. Fait que les prix de transport étaient très, très élevés. Les compagnies de transport ont grossi rapidement. Puis en grossissant, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu achètes des camions lourds, des camions légers, des camions semi-lourds. Puis ça a eu un impact quand même positif au niveau des concessionnaires de camions lourds. Par contre, en ce moment, il y a eu un ralentissement. 2023 a été très difficile pour l'industrie du transport. Il y en a qui ont grossi trop vite, malheureusement, puis ça a eu un impact. Puis il y en a qui malheureusement, sont partis en faillite. Donc, je parle des transporteurs. Mais avec aussi les véhicules qui ont perdu énormément de valeur dans l'usager, ben, il y en a qui ont fait faillite pour pas nommer malheureusement Pride là, qui a fait faillite. Ce que ça va faire ben, au niveau des véhicules sur le marché, c'est qu'il va y avoir une inondation, puis ça, c'est encore en train de se faire des véhicules lourds usagés, puis ça va venir diminuer les prix. Encore une rectification de plus pour ces concessionnaires-là. Ouais. Exact. C'est pas facile. C'est pas facile. Tout se suit, tout est connecté, mais avec différents impacts. Le concessionnaire versus l'inventaire qui supporte versus un transporteur ou autre. Puis, tu sais, nous, je ne veux pas non plus sonner très négatif parce qu'il y en a encore, il y en a encore qui font autant d'argent, sinon plus. Certaines marques, j'en vois qui font encore autant d'argent, sinon plus. Pour certains, c'est encore les glory days, mais on parle au niveau général, oui, c'est plus difficile, mais tout semble porter à croire que l'économie est en train de se stabiliser et qu'il va y avoir une relance dans les 2 à 3 prochaines années. En effet, ça semble s'enligner avec tous les indicateurs qu'on a. Ça va venir restabiliser, mais de façon positive, l'ensemble des indicateurs. Dernier point avant de te libérer, parce que tu dois avoir 442 emails et messages. J'aimerais ça que tu me parles, si je ne m'abuse, d'un petit article que tu as coécrit, qui est la performance financière des concessionnaires par marque. Oui, c'est coécrit en fait avec mon collègue Théodore Simon, qui lui, vraiment, il se concentre sur tout ce qui est la donnée. C'est un data engineer, dans le fond, qui travaille chez Quotius. Puis lui, c'est ça, on a travaillé ensemble pour sortir des données avant, pendant et après la COVID. Okay. Ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu écrire un article, on est venu analyser de la donnée de 2 classes de manufacturiers, les Nord-Américains, puis les imports. On n'est pas rentré dans le luxe, on voulait vraiment se focusser sur le volume puis la majorité des concessions. Puis ce qu'on voit, en fait, c'est que les marges, règle générale, les marges brutes pour les Nord-Américains semblent être retombées au niveau pré-pandémique, mais pour certains imports, ça se maintient encore. On parle de vraiment la marge brute de la concession. Là, on ne parle pas de par département, mais vraiment tout département confondu. Puis ça a aussi un impact directement, même s'il y a une augmentation des coûts, sur la profitabilité des concessionnaires. Donc, pour la majorité des domestiques, la profitabilité est revenue à un niveau entre, on va dire, supérieur à 2019, mais inférieur quand même à 2022, qui était le pic. Fait que pour la majorité, c'est ce qui se passe. Les grands défis de 2024 et de 2025, ça va être sans doute la gestion de la liquidité. Puis on en parle un petit peu aussi dans l'article parce que, évidemment, les profitabilités sont plus faibles. Fait il faut acheter plus de véhicules. Le floor plan coûte cher encore à ce stade-ci. Fait que c'est de garder les liquidités
nécessaire pour avoir une concession qui est viable financièrement puis qui est en santé financière. Puis ça, toute cette gestion financière-là, ben, tout le monde a des stratégies un petit peu différentes. Ouais. Mais ça va être vraiment le nerf de la guerre là, pour pas toutes les marques, pas tous les concessionnaires, mais la plupart, je te dirais. C'est d'être sûr de garder assez d'argent dans l'entreprise pour, s'il arrive de quoi, puis qu'il y a une recorrection du marché ou que l'économie ne reprend pas aussi vite, bien, on aide les grains solides pour être capable de continuer en affaires. Un peu plus de prudence. Un peu plus de prudence. Oui, exact. Excellent, excellent. Écoute, je ne peux que te remercier d'avoir partagé avec nous une partie de ce savoir qui est dans le rapport. Les liens vont être dans les descriptions. J'invite tous les professionnels de l'industrie automobile à télécharger, à consulter, à apprendre, à se mettre à niveau avec les données, l'information. Je te remercie infiniment, Étienne, de l'information, mais il y a aussi des petites introductions qu'on a faites avec Quotius, tout ça. On va devoir se refaire une autre rencontre, oui, pour le prochain rapport trimestriel, tenir au courant la communauté, mais aussi pour Quotius spécifiquement. J'aimerais ça qu'on en parle, faire découvrir aux concessionnaires, parce que je pense que ça peut être un outil qui est pour le moment méconnu par la majorité des concessionnaires, mais qui est à découvrir. Je ne fais pas de pub, il n'y a pas de bird dog, il n'y a pas d'affaire de publicité. C'est vraiment le passionné de l'industrie automobile puis des données en moi qui parle. Quand j'ai vu ça, j'ai été un petit peu heureux. Et je me suis dit qu'il faut partager. Justement, quand il y a des belles choses, tu me disais québécois, fièrement québécois. Oui, fièrement québécois. Je fais la parenthèse, fièrement québécois, mais vous êtes une des organisations. Puis là, je ne veux pas déformer. Il y a un titre que vous avez reçu en termes, je pense, vous avez le plus de nationalité ou de diversité. Diversité, oui. On est les champions. Oui, on est les champions de la diversité si on se compare à tous nos compétiteurs, mais aussi les firmes de professionnels. On est vraiment fiers d'avoir une des compagnies qui est la plus diverse, que ce soit l'âge, que ce soit la provenance de nos gens aussi, de où leur background, de où ils ont travaillé. Nous, c'est notre fierté, puis c'est ce qui fait de notre entreprise quelque chose qu'on est capable de servir nos clients d'une meilleure façon parce qu'on est plus créatif, mais aussi on a tellement d'expériences différentes qu'on est capable de trouver des solutions puis d'apporter une valeur justement. Moi, je vais ajouter à ça pour avoir été dans vos installations, avoir côtoyé quelques-uns de vos membres. Vous êtes une business qui est probablement centrée sur l'être humain. Puis je dis sûrement, mais je le sais. Puis c'est un peu ça qu'on parle aussi avec les concessionnaires, d'être centré sur l'être humain, d'être centré sur les employés. Ça fait que la business et les clients, tout le reste va bien aller. Vous êtes un beau modèle pour ça. Je te remercie encore une fois. En terminant, pour ceux et celles qui voudraient te rejoindre sur LinkedIn, sinon, on a quotius.com et dsma.com, si je ne m'abuse. Oui, les deux dans le .com. Un grand plaisir et j'espère qu'on va se revoir peut-être dans le prochain trimestre. Je ne mettrai pas de pression pour sortir le prochain rapport en dedans d'un mois et demi. Il devrait sortir dans les mêmes temps, puis on est très fiers de ça. Énormément de travail mis par l'équipe. Que je remercie d'ailleurs parce que on fait ça en équipe, tu as raison, tu l'as dit, nous c'est nos gens, notre fierté c'est nos gens, notre force c'est nos gens, c'est comme ça avec des gens qu'on sert nos clients puis qu'on les sert mieux, fait que on est une compagnie de service évidemment. Il n'y a pas d'autre façon de faire de la business, hein? Human to human. Merci infiniment. Merci à tous ceux et celles qui ont écouté le podcast, que ce soit en audio ou en vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter. Et on se retrouve très prochainement pour un autre épisode de podcast E2FM entre deux fins de mois pour la communauté des professionnels de l'industrie automobile du Québec. Considérez-vous comme salués. Merci. Faut savoir agir entre deux fins de mois.